Je m'appelle Rachel Morgan, j'ai 32 ans, et mardi dernier, mon mari, Kevin, est mort d'une crise cardiaque soudaine. Le choc ne s'est toujours pas dissipé. Quand j'ai appelé mes parents, sanglotant de manière incontrôlable, ma mère a dit « Nous fêtons l'anniversaire de Sophia en ce moment. Ça peut attendre demain. » Ma fille de 8 ans, Lily, et moi sommes restés seuls cette nuit-là, nous serrant l'une contre l'autre alors que notre monde s'écroulait. Je n'aurais jamais imaginé que ma famille nous abandonnerait dans nos heures les plus sombres. Mais ce qu'ils ont fait ensuite était encore pire. Si vous vous êtes déjà senti trahi par votre famille quand vous en aviez le plus besoin, veuillez me faire savoir d'où vous regardez et abonnez-vous pour rejoindre d'autres personnes qui comprennent cette douleur. Kevin et moi nous sommes rencontrés lors de notre 2e année à l'université Northwestern. J'avais du mal avec l'économie, et il était le charmant assistant d'enseignement qui restait après les cours pour m'aider à comprendre les courbes de dépréciation. Sa patience a été la première chose dont je suis tombée amoureuse, suivie rapidement par son rire contagieux et la façon dont ses yeux se plissaient au coin quand il souriait. Nous sommes sortis ensemble pendant nos études universitaires, et il m'a demandé en mariage le jour de la remise des diplômes, cachant la bague dans mon étui de diplôme. Nous nous sommes mariés jeunes, à 23 ans, ignorant les avertissements d'amis qui disaient que nous devrions faire l'expérience de la vie avant de nous installer. Mais Kevin était ma vie. C'était la personne avec qui je voulais tout vivre. Après avoir terminé son MBA, Kevin a décroché un emploi dans un cabinet de conseil financier prestigieux à Chicago. Il a rapidement gravi les échelons, impressionnant les clients par son approche honnête et son souci sincère de leur bien-être financier. Il n'était pas seulement bon avec les chiffres, il était bon avec les gens. Cette combinaison le rendait exceptionnel dans son travail. Nous avons passé 5 merveilleuses années en couple avant de décider d'essayer d'avoir un bébé. Ce que nous pensions être un chemin facile s'est transformé en 3 années de chagrin, 2 fausses couches, d'innombrables rendez-vous chez le médecin, et une tentative de FIV infructueuse plus tard. Nous étions émotionnellement épuisés et financièrement à bout. Nous avons commencé à discuter de l'adoption lorsque je suis tombé enceinte de Lily de manière inattendue. La grossesse a été difficile. J'ai été alitée les 2 derniers mois, et Kevin a travaillé à la maison pour prendre soin de moi. Il m'apportait le petit déjeuner au lit, me massait les pieds enflés, et nous lisait à haute voix des livres sur la grossesse, à moi et à notre fille à naître. Quand Lily est finalement arrivée, Kevin a pleuré plus fort que moi, la serrant contre sa poitrine comme si elle était en verre. Pendant 8 belles années, nous avons été la famille que j'avais toujours rêvé d'avoir. Kevin entraînait l'équipe de soccer de Lily bien qu'il ne connaisse rien au soccer. Il apprenait à ses côtés, regardant des tutoriels sur YouTube le soir après qu'elle soit couchée. Il ne manquait jamais un événement scolaire ni un rendez-vous chez le médecin. Son calendrier était rempli de rappels des activités de Lily, codés par couleur selon leur importance. Il y avait des signes avant-coureurs concernant sa santé que nous avons tous deux ignorés. Des douleurs thoraciques occasionnelles qu'il attribuait au stress. Un essoufflement qu'il imputait à sa mauvaise forme physique. Le médecin a dit que sa tension artérielle légèrement élevée était normale pour un homme approchant la quarantaine avec un travail à haute pression. Prenez de l'aspirine, faites plus d'exercice, réduisez le sodium ou des conseils standards que nous avons pris trop à la légère. Le matin où cela s'est produit a commencé comme n'importe quel autre mardi. Kevin faisait des crêpes en forme de dinosaure pendant que je préparais le déjeuner de Lily. Il nous a embrassés toutes les deux pour nous dire au revoir, a promis d'être à la maison tôt pour l'exposition d'art de Lily à l'école, et est parti au travail. Ses dernières paroles ont été « N'oublie pas d'acheter plus de sirop d'érable. » Le vrai, pas ce truc à base de sirop de maïs. Une conversation finale si banale. À 10h47, mon téléphone a sonné. C'était Amanda, l'assistante de Kevin. Sa voix tremblait tellement que j'avais du mal à la comprendre. Rachel, Kevin s'est effondré pendant une réunion avec un client. L'ambulance est là. Il l'emmène à Northwestern Memorial. Je me souviens d'avoir lâché ma tasse de café. Le son de la céramique se brisant sur le carrelage semble résonner dans ma mémoire. J'ai appelé notre voisine, Hélène, pour qu'elle aille chercher Lily à l'école, puis j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, dépassant toutes les limites de vitesse. J'ai prié tout le long du chemin, négociant avec Dieu dans des murmures désespérés, mais il était trop tard. Kevin a été déclaré mort à 11h23, quelques minutes avant mon arrivée. Crise cardiaque massive, ont-ils dit. Rien n'aurait pu être fait, m'ont-ils assuré, comme si cela arrangeait les choses d'une manière ou d'une autre. Voir le corps de Kevin était irréel. Il avait l'air de dormir, à l'exception de l'immobilité contre nature de sa poitrine.
Sa peau était encore chaude quand j'ai touché son visage. Je m'attendais à tout moment à ce qu'il ouvre les yeux, qu'il sourie et me dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Les heures suivantes se sont passées dans un flou de paperasserie et d'appels téléphoniques. La morgue avait besoin de décisions que je n'étais pas prête à prendre, crémation ou enterrement. Quel genre de service? Avait-il un costume préféré? Des questions auxquelles il semblait impossible de répondre alors que tout ce que je voulais, c'était de me glisser au lit avec mon mari une dernière fois. Le plus dur a été de rentrer à la maison, sachant que je devais dire à Lily que son père ne reviendrait jamais. Comment expliquer la mort à une enfant de 8 ans? Comment lui dire que le papa qui avait fait des crêpes en forme de dinosaure ce matin-là était parti pour toujours? Dire à Lily que son père était mort a été le moment le plus difficile de ma vie. Quand elle est montée dans ma voiture après l'école, elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Où est papa? Il a promis de venir à mon exposition d'art ce soir, a-t-elle dit, son sac à dos serré dans ses petites mains. Je me suis garé sur le bord de la route car je ne pouvais pas me concentrer sur la conduite. Me tournant vers elle, j'ai pris ses mains dans les miennes. Lily, quelque chose de très triste est arrivé aujourd'hui. Papa est tombé très malade au travail et son cœur a arrêté de fonctionner. Son visage s'est plissé de confusion. Les docteurs peuvent le réparer? L'espoir innocent dans sa question a brisé quelque chose en moi. Non, ma chérie. Quand le cœur de quelqu'un arrête complètement de fonctionner, les docteurs ne peuvent pas le réparer. Papa est mort aujourd'hui. Elle m'a regardé pendant ce qui a semblé une éternité, ses yeux bleus, tellement comme ceux de Kevin, traitant cette information incompréhensible. Puis elle a demandé, cela veut dire que papa ne rentre pas à la maison, jamais? Quand j'ai hoché la tête, incapable de parler à travers mes larmes, elle a poussé un gémissement qui ne semblait pas humain. C'était primal, le son pur du cœur d'une enfant qui se brise. Elle s'est jetée dans mes bras, son petit corps tremblant de sanglots. Je veux papa. S'il te plaît, je veux mon papa. Je ne pouvais rien faire d'autre que la serrer dans mes bras et pleurer avec elle, garée sur le bord de la route, tandis que la vie continuait tout autour de nous, indifférente à notre monde brisé. Ce soir-là, après avoir finalement réussi à endormir Lily dans mon lit, serrant contre elle le t-shirt non lavé de Kevin pour se réconforter, le poids total de ma perte m'a frappé. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, la porte fermée pour que Lily ne m'entende pas, et j'ai craqué complètement. La douleur physique du deuil était accablante, comme si on me frappait à plusieurs reprises à la poitrine. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. J'avais besoin de ma mère et de mon père. Avec des mains tremblantes, j'ai appelé mes parents. Ils étaient mariés depuis 40 ans, avaient traversé des pertes ensemble. Sûrement, ils sauraient quoi dire, comment m'aider à traverser cette période impossible. Ma mère a répondu au 5e coup, le son de rire et de musique en arrière-plan. Rachel, puis-je te rappeler? Nous sommes en plein dîner d'anniversaire de Sophia. Maman, ai-je étouffé, à peine capable de former des mots à travers mes sanglots, Kevin est mort ce matin. Il a eu une crise cardiaque au travail. Il est parti. Il y a eu un silence, et je l'ai entendu couvrir le téléphone et dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Quand elle est revenue, sa voix était légèrement plus sombre mais toujours distraite. Oh, mon Dieu, c'est terrible. Es-tu sûr? Peut-être qu'il y a une erreur. J'ai vu son corps, maman. Il n'y a pas d'erreur. Le fait que je doive convaincre ma propre mère que mon mari était réellement mort a été comme un autre traumatisme par-dessus tout le reste. Eh bien, c'est un sacré choc, mais ma chérie, nous sommes en plein dans la célébration du 40e anniversaire de Sophia. Tout le monde est là. Nous avons les traiteurs. Peux-tu te débrouiller ce soir et nous passerons demain quand les choses se seront calmées? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La fête d'anniversaire de ma sœur avait préséance sur la mort de son beau-fils, sur le deuil aigu de sa fille et de sa petite-fille. Mon père a pris le téléphone. Rachel, c'est une nouvelle terrible. L'assurance vie de Kevin était-elle à jour? Tu sais, tu devrais appeler la compagnie dès demain matin. Pas, j'arrive tout de suite. Pas, que pouvons-nous faire pour t'aider? Mais une question sur l'assurance vie alors que le corps de mon mari était à peine froid. Je n'arrive pas à croire que ce soit votre réaction, ai-je dit, ma voix creuse. Mon mari vient de mourir. Lily a perdu son père. Et vous êtes à une fête? Maintenant, Rachel, a dit mon père de ce ton condescendant qu'il avait utilisé toute mon enfance, Sophia planifie cet anniversaire important depuis des mois. Tout le monde a pris des congés pour être ici.
On ne peut pas partir comme ça. Sois raisonnable. Raisonnable, comme si le deuil suivait des règles de raison. Oublie que j'ai appelé, ai-je dit et j'ai raccroché. En quelques minutes, mon téléphone a été inondé de messages textes d'amis qui avaient d'une manière ou d'une autre appris la nouvelle. Le colocataire de Kevin à l'université, Brian, ma collègue, Jennifer, même mon ancienne amie du lycée, Taylor, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous offrant leurs condoléances, demandant ce qu'ils pouvaient faire pour aider. Des étrangers ont montré plus de compassion que ma propre famille. Ma voisine, Hélène, est venue avec une casserole et s'est assise avec moi à la table de la cuisine pendant que j'essayais de faire une liste des personnes à prévenir. Elle a proposé de rester la nuit, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être seul avec Lily, de commencer à comprendre comment nous allions naviguer dans cette nouvelle réalité terrifiante sans Kevin. Cette première nuit a été interminable. Lily a fait des cauchemars et se réveillait en appelant son papa. Je me suis allongé à côté d'elle, lui caressant les cheveux et lui racontant des histoires sur Kevin, sur combien il l'aimait, sur combien il la trouvait courageuse. Finalement, elle est tombée dans un sommeil épuisé, mais je suis resté éveillé, regardant le plafond. L'absence de la chaleur de Kevin à côté de moi était un vide insupportable. Le matin est arrivé, et avec lui la réalisation écrasante que ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. C'était notre vie maintenant, une vie sans Kevin. Une vie où mes propres parents ne pouvaient pas se donner la peine de venir quand j'avais le plus besoin d'eux. Les funérailles de Kevin étaient prévues pour samedi, 4 jours après son décès. Ces jours se sont passés dans un brouillard d'arrangements, de paperasserie, et en essayant de réconforter Lily tout en me tenant à peine debout. Mes parents ont appelé une fois, brièvement, pour demander à quelle heure le service commençait et s'ils devaient porter du noir ou si c'était une célébration de vie avec des tenues colorées. Ils n'ont pas offert d'aider avec les arrangements ni demandé comment Lily s'en sortait. Le jour des funérailles s'est levé, lumineux et ensoleillé, cruellement beau pour une occasion si sombre. Lily a insisté pour porter une robe bleue parce que papa disait toujours que j'avais l'air d'une princesse en bleu. Je l'ai aidé à se coiffer, tressant une petite tresse le long de sa tempe comme Kevin le faisait lors des occasions spéciales. Nous sommes arrivés à la morgue 1 heure en avance pour accueillir les gens. Les collègues de Kevin du cabinet financier sont venus en premier, sombres dans leurs costumes foncés, beaucoup d'entre eux pleurant ouvertement. Ils n'avaient pas seulement perdu un collègue mais un ami. Chacun a pris le temps avec Lily, partageant de petites histoires sur son père qu'elle pourrait chérir plus tard. Mes parents et Sophia devaient aussi arriver tôt, mais ils ont envoyé un message 20 minutes avant le début du service, disant qu'ils étaient en retard à cause du trafic. Ils sont finalement entrés alors que les gens étaient assis, faisant un petit remue-ménage en trouvant des places au premier rang que j'avais réservé à la famille. Ma mère m'a brièvement serré dans ses bras, son parfum m'envahissant. Le trafic était terrible, et Sophia a eu du mal à trouver quelque chose d'approprié à porter avec si peu de préavis. Si peu de préavis, comme si la mort de Kevin était un dîner dérangeant. Tout au long du service, j'étais extrêmement consciente que Sophia regardait son téléphone, mon père regardait sa montre, ma mère s'éponguait les yeux secs pour la forme. Pendant ce temps, les collègues de Kevin et nos amis étaient sincèrement bouleversés, leur chagrin palpable et réel. Contrairement au détachement de ma famille, le frère de Kevin, Marcus, a montré une véritable dévastation. Il avait pris l'avion depuis le Japon, où il enseignait l'anglais, arrivant quelques heures seulement avant le service. Il avait l'air épuisé et cerné, n'ayant manifestement pas dormi pendant les 30 heures de voyage. Il s'est assis à côté de Lily, lui tenant la main tout au long du service, leurs yeux bleus identiques remplis de larmes. Quand est venu le moment de l'éloge funèbre, je n'étais pas sûr d'en être capable. Mes jambes semblaient faites de plomb lorsque je me suis approché du pupitre. Mais ensuite, j'ai regardé Lily, assise là, si courageuse et si petite dans sa robe bleue, et j'ai trouvé la force quelque part. J'ai parlé de la gentillesse de Kevin, de son intégrité, de son amour sans borne pour sa fille. J'ai parlé de ces terribles blagues qui nous faisaient gémir et rire en même temps. De sa haine irrationnelle de la coriandre et de sa défense passionnée du vrai sirop d'érable. De la manière dont il mettait toujours la famille en premier. L'amère ironie de ces derniers mots ne m'a pas échappé lorsque j'ai jeté un coup d'œil à mes parents, qui ramassaient déjà leurs affaires alors que je terminais, visiblement impatient de partir. Lors de la réception chez nous ensuite, j'ai surpris mon père en train de parler à mon oncle James près de la table des boissons. Kevin réussissait très bien dans cette entreprise, en voie de devenir associé. L'assurance vie seule doit être substantielle, sans parler des investissements. Rachel sera à l'abri pour le reste de sa vie.
Il m'a fallu toute ma force pour ne pas l'affronter sur le champ, pour lui demander comment il pouvait penser à de l'argent le jour où nous enterrions mon mari. Mais j'étais trop épuisé émotionnellement, trop concentré à m'assurer que Lily allait bien, pour faire une scène. Ma mère et Sophia n'ont pratiquement pas aidé à la réception, laissant la majeure partie du travail aux femmes des collègues de Kevin et à mes amis. Elles se sont assises dans le salon, acceptant les condoléances comme si elles étaient les principales personnes en deuil, tandis que je me déplaçais dans ma propre maison comme un fantôme, remerciant mécaniquement les gens d'être venus, acceptant des casseroles que je ne mangerais jamais. Pendant ce temps, les parents de Kevin, bien que dévastés par la perte de leur fils unique, ont été des modèles de soutien sincères. Sa mère, Diana, a pris soin de Lily pendant la réception, s'assurant qu'elle mange et la protégeant des invités bien intentionnés mais accablants. Son père, Robert, a tranquillement organisé le nettoyage après, restant jusqu'à ce que le dernier invité soit parti. Le contraste entre la famille de Kevin et la mienne était frappant et douloureux. En regardant mes beaux-parents se soutenir mutuellement dans leur chagrin, tout en trouvant la force de me soutenir, moi et Lily, j'ai ressenti l'absence de ce même amour de la part de mes propres parents comme une blessure physique. Le testament de Kevin avait été mentionné brièvement lors d'une conversation avec le directeur des pompes funèbres, mais je ne pouvais pas supporter de penser aux questions juridiques pour l'instant. Thomas, l'ami de Kevin de la faculté de droit qui avait géré notre planification successorale, a gentiment suggéré que nous attendions une semaine ou deux avant de discuter des détails. Il n'y a pas de précipitation, m'a-t-il assuré. Tout est en ordre, et vous et Lily êtes bien pourvus. Kevin s'en est assuré. Alors que la maison se vidait enfin des invités, mes parents et Sophia ont trouvé des excuses rapides pour prendre la route avant la nuit. Ils sont partis avec des étreintes superficielles et des promesses d'appeler bientôt. Ils n'ont pas proposé de rester pour aider à nettoyer. N'ont pas demandé si Lily et moi voulions de la compagnie. N'ont pas reconnu que ce serait notre première nuit après avoir officiellement dit au revoir à Kevin. Au lieu de cela, Marcus et les parents de Kevin sont restés. Diana a préparé la chambre d'amis pour les parents de Kevin et le canapé pour Marcus. Nous serons juste là si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, a dit Diana, me serrant fort dans ses bras. Vous n'êtes pas seule, Rachel. Souvenez-vous-en. Mais alors que je m'allongeais dans mon lit cette nuit-là, écoutant la respiration douce de Lily à côté de moi, je ne pouvais m'empêcher de sentir que d'une manière cruciale, j'étais très seul. Les personnes qui auraient dû être ma première ligne de soutien, mon roc en temps de crise, s'étaient révélées indignes de ce rôle. 2 semaines après les funérailles, j'étais assise à la table de la cuisine, essayant de comprendre notre situation d'assurance maladie, lorsque la sonnette a retenti. Lily était à l'école, sa première semaine depuis qu'elle avait perdu son père. Les professeurs la surveillaient attentivement et m'envoyaient des nouvelles régulières, ce dont j'étais reconnaissante. Par le Judas, j'ai vu mes parents sur le porche, mon père redressant sa chemise de golf, ma mère vérifiant son reflet dans son miroir de poche. Je ne leur avais pas parlé depuis les funérailles. Ils m'avaient envoyé quelques messages textes génériques comme « Je pense à vous et j'espère que vous allez bien », mais il n'y avait eu aucune communication réelle. J'ai ouvert la porte, sans prendre la peine de cacher ma surprise. Je ne savais pas que vous veniez. Nous avons pensé passer vous voir, pour savoir comment vous et Lily allaient, a dit ma mère, me dépassant pour entrer dans la maison. Elle est à l'école ? Bien. Nous pouvons parler ouvertement. Cela aurait dû être mon premier indice que ce n'était pas simplement une visite de soutien, mais j'étais trop épuisé émotionnellement pour saisir les signes avant-coureurs. Ils se sont installés dans le salon pendant que je préparais du café, retombant automatiquement dans mon rôle d'hôtesse, alors qu'ils auraient dû s'occuper de moi. Quand j'ai apporté les tasses, mon père examinait le nouveau système audio que Kevin avait installé un mois seulement avant sa mort. Belle installation, a-t-il commenté, passant la main sur les haut-parleurs. Kevin avait bon goût en électronique. Oui, ai-je acquiescé. Le simple passé restait un coup de couteau dans mon cœur. Après quelques minutes de conversation gênante sur l'école de Lily et le club de jardinage de ma mère, mon père s'est éclairci la gorge comme il le faisait toujours avant de discuter de sujets sérieux. Rachel, nous voulions vous parler de votre situation, a-t-il commencé, posant sa tasse de café avec précision sur un sous-verre. Ma situation ? Votre situation financière, a précisé ma mère, échangeant des regards avec mon père. Maintenant que vous vous adaptez à la vie sans Kevin. Je les ai regardés, ne comprenant pas d'abord ce qu'ils voulaient dire. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Kevin nous a laissés bien pourvus. Oui. Eh bien, c'est ce que nous voulions discuter, a dit mon père,
se penchant en avant. Votre mère et moi vieillissons. Notre fonds de retraite a été touché par la dernière baisse du marché, et avec les coûts de santé ce qu'ils sont. L'implication a flotté dans l'air un instant avant que je ne comprenne. Me demandez-vous de l'argent? Ma mère a eu la grâce de sembler légèrement embarrassée. Mais mon père a insisté. Nous pensions, étant donné la position de Kevin dans l'entreprise et sa police d'assurance vie, que vous pourriez être en mesure d'aider la famille. Après tout, nous sommes vos parents. L'audace de leur demande m'a laissé momentanément sans voix. Mon mari n'était même pas froid dans sa tombe, et ils étaient là avec leurs mains tendues. À combien pensez-vous, ai-je demandé, ma voix plate. Mon père, apparemment manquant complètement mon ton, s'est éclairé. Eh bien, nous pensions que quelque chose de substantiel aurait du sens. Peut-être 50% du paiement de l'assurance vie. Cela sécuriserait notre retraite et laisserait beaucoup pour vous et Lily. 50% du soutien de ma fille veuve. Pour sécuriser votre retraite? J'ai répété les mots lentement, m'assurant que je comprenais. La fille que vous n'avez pas pris la peine de réconforter lorsque son mari est mort parce que vous étiez à une fête d'anniversaire? Ma mère a tressailli, mais mon père est resté imperturbable. Maintenant, Rachel, il n'y a pas besoin d'être émotionnel à ce sujet. C'est juste une planification financière pratique. Et nous sommes venus aux funérailles. Comme c'est généreux de votre part d'assister aux funérailles de mon mari, ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. Nous t'avons élevé, Rachel, a interjeté ma mère. Nous avons payé tes études universitaires. Nous avons aidé avec l'apport pour ta première maison. Je pense que nous méritons une certaine considération maintenant que tu as de l'argent. Avoir de l'argent? Je criais maintenant, toute la douleur et la rage des 2 dernières semaines bouillonnant. Je n'ai pas gagné à la loterie. J'ai perdu l'amour de ma vie, le père de mon enfant, et vous traitez ça comme si j'avais gagné un jackpot financier? L'expression de mon père s'est endurcie. Il n'y a pas besoin d'être dramatique. Kevin connaissait les risques liés à sa condition cardiaque. Il aurait dû mieux prendre soin de lui. Et maintenant qu'il est parti, il est juste pratique de discuter de la manière dont ces biens devraient être distribués. La famille devrait aider la famille. À ce moment-là, alors que mon père blâmait négligemment Kevin pour sa propre mort tout en essayant d'en tirer profit, quelque chose s'est brisé en moi. Le chagrin qui m'avait laissé passive et engourdi pendant 2 semaines s'est soudainement cristallisé en une clarté acérée. Sortez, ai-je dit calmement. Rachel, sois raisonnable, a commencé ma mère. Sortez de ma maison, ai-je crié, la force de ma colère me propulsant physiquement sur mes pieds. Comment osez-vous venir ici demander l'argent de Kevin? Comment osez-vous le blâmer de mourir? Il valait 100 fois mieux que vous, et vous n'avez même pas pris la peine de réconforter votre propre fille quand elle se brisait en morceaux. Mes parents ont eu l'air sincèrement choqués par mon explosion. Ils ne m'avaient jamais vu vraiment en colère auparavant, m'ayant élevée à être accommodante, à éviter les conflits, à être la bonne fille pendant que Sophia était la fille exigeante. Nous ne demandons que ce qui est juste, a dit mon père avec raideur, se levant. Nous sommes tes parents, Rachel. Nous méritons le respect. Le respect se gagne, ai-je répondu, ma voix tremblante. Et vous n'en avez gagné aucun. Maintenant, sortez avant que Lily ne rentre et n'entende quel genre de personnes sont vraiment ses grands-parents. Ils sont partis en bougonnant, ma mère faisant des bruits sur mon ingratitude et mon père marmonnant à propos de reconsidérer notre relation. J'ai fermé la porte derrière eux et je me suis effondré sur le sol, tremblant de rage et de douleur. Plus tard cet après-midi-là, lorsque j'ai récupéré Lily à l'école, elle semblait plus renfermée que d'habitude dans la voiture. Elle a fini par parler, « Maman, pourquoi grand-mère et grand-père étaient-ils chez nous aujourd'hui ?» Mon cœur s'est serré. « Tu les as vus ?» Elle a hoché la tête. « Madame Wilson m'a laissé aller aux toilettes pendant les maths et j'ai vu leur voiture depuis la fenêtre de l'école. Ils ont apporté quelque chose pour nous ?» La question innocente m'a brisé le cœur de nouveau. « Non, ma chérie. Ils sont juste venus me parler de choses d'adultes. Ils ont demandé de l'argent de papa, a-t-elle demandé, me surprenant par sa perspicacité. Pourquoi dis-tu cela? Lily a baissé les yeux sur ses mains. J'ai entendu grand-père aux funérailles dire à oncle James que nous aurions beaucoup d'argent parce que papa est mort. C'est vrai? Le fait que ma fille de 8 ans ait surpris une telle conversation m'a rendu physiquement malade. Lily, ton papa s'est assuré que nous serions pris en charge. Oui. Mais l'argent ne compense pas son absence parmi nous. Elle a hoché la tête sagement.
Je donnerais tout l'argent du monde pour que papa revienne. Moi aussi, ma chérie, ai-je murmuré. Moi aussi. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus, qui était retourné au Japon mais prévoyait de revenir pour un séjour prolongé pendant ses vacances d'été afin de nous aider à nous adapter. Je lui ai raconté la visite de mes parents et leur demande. « Tu te moques de moi ?» a-t-il explosé. « Ils veulent la moitié de l'assurance vie de Kevin ?» C'est de la folie, Rachel. Je sais. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils l'ont réellement demandé. Mais j'ai peur qu'ils n'abandonnent pas. Mon père peut être très têtu quand il pense qu'il mérite quelque chose. Marcus est resté silencieux un instant. Kevin m'a parlé de sa planification financière. Tu sais qu'il était très méticuleux. Il voulait s'assurer que Lily serait prise en charge jusqu'à l'université et au-delà si quelque chose lui arrivait. Il serait furieux que tes parents essaient de lui enlever cette sécurité. Je sais, ai-je dit doucement, la douleur familière de l'absence de Kevin s'intensifiant. Je crois que je dois parler à Thomas de la situation légale, juste pour être préparé. C'est une bonne idée, a acquiescé Marcus. Et Rachel, ne les laisse pas te manipuler. Kevin t'a protégé, toi et Lily, pour une raison. Le lendemain, j'ai rencontré Thomas à son bureau. Il était compréhensif mais pas surpris par le comportement de mes parents. Malheureusement, je vois ce genre de choses plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit, examinant le testament et les documents d'assurance de Kevin. Mais je peux vous assurer que tout est parfaitement en règle. Kevin vous a désigné comme la seule bénéficiaire de son assurance vie et de ses comptes de retraite. Vos parents n'ont absolument aucune réclamation légale sur quoi que ce soit. Pourrait-il contester le testament, ai-je demandé, inquiète. Thomas a secoué la tête. Le testament est clair et correctement exécuté. Et même s'ils essayaient, ils n'ont aucun motif. Kevin était sain d'esprit, et les parents n'ont aucun droit automatique d'hériter de leurs enfants adultes, surtout quand il y a un conjoint et un enfant. Cette assurance aurait dû me faire me sentir mieux. Mais alors que je quittais le bureau de Thomas, mon téléphone a vibré avec une série de messages textes de mes parents, et étonnamment, de Sophia. De mon père, nous devons discuter de cette situation en adulte. Appelle-moi. De ma mère, je t'ai mieux élevé que ça, Rachel. La famille passe avant tout. De Sophia, tu as toujours été égoïste, mais ça, c'est bas même pour toi. Maman et papa méritent mieux. L'hypocrisie de Sophia, qui avait à peine levé les yeux de son téléphone pendant les funérailles de Kevin, m'accusant d'être égoïste était presque risible. Presque. Si ce n'était si douloureux. Ce soir-là, alors que Lily et moi dînions, mon père a appelé. Quand je n'ai pas répondu, il a laissé un message vocal exigeant une réunion de famille chez eux le dimanche après-midi. Cela nous concerne tous, Rachel. Soyez là à 14 heures. Amen Lily. J'ai posé le téléphone, mon appétit disparut. Impliquer Lily dans cette situation horrible était la dernière chose que je voulais, mais peut-être était-il temps de mettre tout au clair, de faire une rupture finale si nécessaire. Avec l'assurance de Thomas sur les aspects légaux, je me sentais plus confiante pour tenir bon. C'était grand-père, a demandé Lily, poussant ses petits pois sur son assiette. Oui, ai-je admis. Il veut que nous venions dimanche. Lily est restée silencieuse un instant, puis a demandé, on est obligé d'y aller? Le fait que ma fille, qui avait autrefois aimé rendre visite à ses grands-parents, semblait maintenant réticente, en disait long. Je pense que nous devrions, ai-je dit prudemment. Parfois, il est important d'affronter les situations difficiles directement. Elle a hoché la tête, une expression de détermination traversant son visage qui me rappelait douloureusement Kevin. D'accord. Mais est-ce que je peux apporter quelque chose avec moi? J'ai une idée. Quel genre d'idée, ai-je demandé, curieuse de son soudain entrain. Juste quelque chose que papa m'a appris sur la façon de se défendre, a-t-elle dit de manière énigmatique. Est-ce que je peux utiliser l'ordinateur après le dîner? J'ai accepté, me demandant ce que ma fille de 8 ans planifiait, mais confiante que quoi que ce soit, cela venait du bon cœur et des fortes valeurs que son père avait contribué à lui inculquer. Les jours qui ont suivi la visite de mes parents ont été remplis d'émotions contradictoires. Le chagrin pour Kevin est resté un poids lourd constant, mais il était maintenant compliqué par la colère et la trahison envers ma famille. Dans les moments calmes, quand Lily dormait, je me suis retrouvé à revisiter des souvenirs d'enfance, les voyant sous un nouveau jour, plus dur. Il y avait les récitals de danse où mes parents partaient tôt pour aller au match de softball de Sofia, mais jamais l'inverse.
Le Noël où j'ai reçu des vêtements pratiques tandis que Sophia recevait les fournitures d'art coûteuses que nous avions toutes deux demandées. La manière dont mes réalisations académiques étaient attendues tandis que les notes de ses plus de Sophia étaient célébrées comme faisant de son mieux. De petites inégalités qui semblaient insignifiantes individuellement mais formaient un schéma vu collectivement. J'ai appelé Amanda, l'assistante de Kevin, qui était devenue une amie dans les semaines suivant son décès. Est-ce que j'exagère, lui ai-je demandé après lui avoir expliqué la demande de mes parents. Est-ce normal de ressentir une telle colère, ou est-ce juste le deuil qui empire tout? Rachel, a-t-elle dit fermement, si mes parents m'avaient fait ça, ils seraient morts pour moi. Ce qu'ils ont fait est plus qu'inapproprié. C'est cruel. Sa validation a aidé, tout comme une longue conversation avec Marcus ce soir-là. Il prévoyait de prendre un congé de son poste d'enseignement pour venir rester avec nous pendant quelques mois, une gentillesse qui m'a fait pleurer. Kevin me l'a fait promettre, a-t-il expliqué. Il y a des années, quand tu étais enceinte de Lily, il m'a fait jurer que si jamais quelque chose lui arrivait, je serais là pour vous deux. J'ai l'intention de tenir cette promesse. Le contraste entre la loyauté de Marcus envers les souhaits de son frère et le comportement de mes propres parents ne pouvait être plus frappant. Pendant ce temps, Lily s'était inhabituellement concentrée sur un projet sur lequel elle travaillait dans sa chambre, penchée sur son bureau avec des crayons de couleur et du papier. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a juste souri secrètement et a dit « quelque chose d'important pour dimanche ». Le samedi, j'ai décidé de réexaminer les documents financiers de Kevin plus en détail, voulant être pleinement informé avant la confrontation avec ma famille. Kevin avait été méticuleux avec nos finances, gardant tout organisé dans un classeur de bureau à domicile. En parcourant les dossiers, j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus, de l'écriture de Kevin. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte pour trouver une lettre datée de 3 mois seulement auparavant, à peu près au moment de sa dernière visite médicale. Ma très chère Rachel, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que les préoccupations du médecin concernant mon cœur étaient plus sérieuses que je ne les laissais entendre. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'ai mis à jour notre testament et nos polices d'assurance juste au cas où. Tout te revient, avec des dispositions pour l'éducation et l'avenir de Lily. Utilise-le bien, vis pleinement, et sache que ma plus grande joie a été d'être ton mari et le père de Lily. J'ai fondu en larmes, à la fois dévasté qu'il m'ait caché ses problèmes de santé et profondément ému par sa prévoyance et son attention. Kevin savait qu'il y avait un risque et s'y était préparé tout en essayant de m'épargner l'inquiétude. C'était tellement typique de lui, à la fois frustrant et aimant en égale mesure. La lettre continuait avec des instructions spécifiques sur les polices d'assurance et les investissements, mais comprenait également un paragraphe qui a attiré mon attention. J'ai mis en place une fiducie distincte pour Lily à laquelle on ne peut accéder qu'à partir de ses 25 ans, sauf pour les frais d'éducation. C'est important, Rachel. Ton père m'a approché 2 fois pour des opportunités d'investissement qui étaient des demandes d'argent à peine voilées. J'ai refusé poliment, mais il semblait penser que ma mort créerait une opportunité pour lui d'accéder à des fonds par ton intermédiaire. Ne laisse pas cela arriver. Tes parents ont fait de mauvais choix financiers pendant des années, et bien que je sympathise, l'avenir de Lily ne peut être compromis pour les renflouer. La révélation que mon père avait déjà essayé d'obtenir de l'argent de Kevin alors qu'il était en vie a ajouté une autre couche de trahison. Kevin m'avait protégé de cette connaissance, essayant probablement de préserver ma relation avec mes parents. Même en cela, il avait mis mes sentiments en premier. Muni de ces nouvelles informations, j'ai rappelé Thomas pour vérifier que la fiducie mentionnée par Kevin était bien à l'abri de toute réclamation. Il m'a assuré qu'elle était blindée et a également suggéré que j'apporte une copie de la lettre de Kevin à la réunion de famille. Ce n'est pas nécessaire légalement, a-t-il expliqué, mais cela pourrait être utile d'avoir les souhaits explicites de Kevin documentés s'ils essaient de vous faire pression émotionnellement. Le dimanche matin est arrivé avec un sentiment de confrontation imminente. Lily était inhabituellement silencieuse pendant que nous nous habillions, mais il y avait une détermination sur ses petites épaules qui me rappelait Kevin avant une réunion importante avec un client. « Es-tu sûr de vouloir venir ?» lui ai-je demandé une dernière fois alors que nous nous préparions à partir. « Tu pourrais rester avec Hélène à la place. » Elle a secoué la tête fermement. « Je dois être là, maman. Pour papa. » Sur le chemin de la maison de mes parents, Lily serrait une enveloppe en papier craft contre sa poitrine, refusant toujours de me dire exactement ce qu'il y avait dedans. C'est un message de moi et de papa, était tout ce qu'elle disait. Alors que nous entrions dans l'allée de la maison de banlieue où j'avais grandi, j'ai remarqué plusieurs voitures que j'ai reconnues comme appartenant à mes tantes et oncles. Mes parents avaient apparemment invité un public,
pensant peut-être que je serais moins susceptible de les refuser devant la famille élargie. Prête, ai-je demandé à Lily, la main sur le contact. Elle a hoché la tête, son visage grave au-delà de ses années. Je suis prête, maman. Ne t'inquiète pas. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée main dans la main, toutes les deux puisant de la force l'une dans l'autre. Avant que je ne puisse sonner, la porte s'est ouverte pour révéler ma mère, habillée formellement comme pour l'église, son visage affichant une expression de préoccupation travaillée. Rachel, Lily, entrez. Tout le monde attend dans le salon. Nous l'avons suivi à travers le couloir familier jusqu'au grand salon où j'avais passé d'innombrables Noëls et anniversaires d'enfance. Maintenant, j'avais l'impression d'entrer dans une embuscade. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, positionné comme un juge présidant un tribunal. Sophia était perchée sur l'accoudoir du canapé, faisant défiler son téléphone. Autour de la pièce était assise ma tante Rita, mon oncle James, et le frère de mon père, Terry, avec sa femme Barbara. Merci d'être venu, a dit mon père formellement, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires plutôt que d'une réunion de famille. Nous avons des questions importantes à discuter. Je suis resté debout, gardant Lily près de moi. Avant de commencer, je veux être clair que quoi que vous ayez à dire, vous pouvez le dire devant Lily. Elle a le droit de savoir ce qui se passe dans sa famille. Ma mère a froncé les sourcils. Rachel, ce n'est guère une conversation appropriée pour une enfant. Si ce n'est pas approprié pour elle d'entendre, alors ce n'est pas approprié pour vous de demander, ai-je répondu calmement. Cela concerne aussi son avenir. Mon père s'est éclairci la gorge. Très bien. Allons droit au but. Votre mère et moi avons discuté de la situation financière de la famille. Comme vous le savez, nous vous avons considérablement aidé tout au long de votre vie, des frais d'études universitaires à l'apport pour votre première maison. J'ai ravalé la réplique qu'ils avaient payé 2 fois moins pour mon éducation que pour l'école d'art de Sophia, qu'elle n'avait jamais terminée. Ce n'était pas le moment pour de vieilles rançéures. Nous pensons, a-t-il poursuivi, étant donné l'aubaine substantielle que vous avez reçue du décès de Kevin, qu'il est juste que vous aidiez la famille en retour. Nous proposons une distribution qui sécuriserait notre retraite et fournirait également une certaine aide à Sophia, qui, comme vous le savez, a eu des difficultés financières en tant qu'artiste. Sophia a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour me faire un sourire suffisant, comme si la mort de mon mari était un équilibre cosmique des choses entre nous. J'ai préparé une ventilation de ce que nous considérons comme une distribution équitable, a dit mon père, me tendant un document imprimé. Comme vous le verrez, nous suggérons que 50% du produit de l'assurance vie soit attribué à votre mère et à moi, avec 15% supplémentaires alloués à Sophia. J'ai parcouru le document, qui détaillait non seulement des pourcentages mais aussi des montants en dollars réels. Ils avaient d'une manière ou d'une autre découvert la valeur exacte de la police d'assurance vie de Kevin, probablement par l'intermédiaire de mon oncle James, qui travaillait dans l'industrie de l'assurance. Vous voulez 65% de l'argent qui est destiné à assurer l'avenir de ma fille après qu'elle ait perdu son père, ai-je dit platement. De l'argent que Kevin a gagné et a spécifiquement désigné pour nous? La famille prend soin de la famille, Rachel a interjecté ma mère. Votre père et moi vieillissons. Nos frais médicaux augmentent, et vous devez penser à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble, ai-je répété. Comme le fait que vous n'ayez pas pu vous donner la peine de quitter la fête d'anniversaire de Sophia quand mon mari est mort? Cette situation dans son ensemble? Un silence inconfortable est tombé sur la pièce. Ma tante Rita a bougé sur son siège, l'air gêné. Au moins, quelqu'un avait la décence de reconnaître à quel point tout cela était inapproprié. Maintenant, Rachel, a dit mon père de son ton condescendant, nous nous sommes excusés pour ce timing malheureux. Mais vous devez comprendre, nous avions des invités de l'extérieur. Nous ne pouvions pas simplement partir. En fait, vous auriez pu, ai-je répondu. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas productif, a coupé Sophia. Le fait est que vous êtes soudainement riche pendant que le reste d'entre nous a du mal. Maman et papa se sont sacrifiés pour vous toute votre vie. Ils méritent la sécurité dans leur vieillesse. Et la sécurité de Lily, ai-je demandé, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Pensez-vous que Kevin est mort pour que vous puissiez acheter une nouvelle voiture ou partir en croisière? Cet argent est pour l'avenir de sa fille. Mon père s'est levé, son visage rougissant. Maintenant, écoute-moi bien. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, habillé. Tu nous dois respect et considération. Respect? J'ai ri amèrement.
Vous ne nous avez montré, à moi et à Lily, pas la moindre once de respect ou de préoccupation sincère depuis que Kevin est mort. Tout ce qui vous importe, c'est ce que vous pouvez obtenir de nous. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement ma mère. Nous nous soucions de toi, Rachel. Nous essayons juste d'être pratiques. Pratique serait de demander comment votre petite fille gère la perte de son père. Pratique serait d'offrir de l'aide pour les repas ou les tâches ménagères ou le soutien émotionnel. Pas ça, ce comportement de vautour. Le silence est retombé dans la pièce. Mon oncle Terry regardait le sol avec gêne, tandis que sa femme Barbara lançait un regard noir à mon père, clairement aussi consterné que moi. Dans ce silence tendu, Lily s'est soudainement avancée, serrant toujours son enveloppe. « J'ai quelque chose à dire » a-t-elle annoncé d'une voix claire et forte qui a surpris tout le monde. Ma mère a tenté un sourire condescendant. « Ma chérie, les adultes parlent de choses importantes en ce moment. » Lily a tenu bon, canalisant la confiance tranquille de Kevin. « C'est important aussi. C'est à propos de mon papa et de ce qu'il voudrait. » Tous les regards se sont tournés vers elle, cette petite silhouette se tenant si courageusement au centre du conflit d'adultes. Même Sophia a posé son téléphone. Papa m'a appris que quand les gens te montrent qui ils sont vraiment, tu devrais les croire, a dit Lily, sa voix tremblant légèrement. Et quand les gens ne viennent que quand ils veulent quelque chose, ce ne sont pas vraiment de la famille. Elle s'est tournée pour faire face directement à mes parents. Vous n'êtes pas venus nous voir quand papa est mort. Vous n'avez pas aidé maman quand elle pleurait toutes les nuits. Vous ne m'avez pas demandé si j'allais bien ou si j'avais besoin de quelque chose. Vous n'êtes venus que quand vous vouliez de l'argent. La vérité brute sortant de la bouche d'une enfant de 8 ans a semblé avoir un impact différent que lorsque j'avais dit des choses similaires. Le visage soigneusement composé de ma mère s'est légèrement effondré, tandis que mon père semblait sans voix. Lily a ouvert son enveloppe et a sorti une feuille de papier. J'ai fait quelque chose pour vous parce que je sais que c'est pourquoi vous êtes vraiment venus nous voir. Elle s'est approchée et a tendu le papier à mon père. C'était un dessin d'enfant, mais en le voyant par-dessus son épaule, j'ai vu qu'il était conçu pour ressembler à une facture. En haut, de l'écriture soignée de Lily, il était écrit « Facture pour amour et soutien réel ». Dessous étaient listés des éléments comme être là quand papa est mort, $0, non fourni. Aider maman quand elle était triste, $0, non fourni. Me serrer dans vos bras quand je pleurais pour papa, $0, non fourni. Être de vrais grands-parents, inestimables, mais non payés. En bas, il y avait un total, $0. C'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas? Pour l'argent? C'est ce que vous avez gagné. Le silence dans la pièce était absolu. Les mains de mon père tremblaient alors qu'il tenait le papier. Ma mère a commencé à pleurer, par honte ou par manipulation, je ne pouvais pas le dire. Sophia regardait Lily avec une expression de choc, comme si elle voyait sa nièce pour la première fois. Je crois que nous avons terminé ici, ai-je dit doucement, prenant la main de Lily. Ne nous contactez plus à moins que ce ne soit pour vous excuser et montrer un réel changement. Lily mérite de meilleurs grands-parents que vous ne l'avez été, et je mérite de meilleurs parents. En sortant, laissant ma famille stupéfaite derrière moi, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. Nous avions perdu plus que Kevin. Nous avions perdu l'illusion d'une famille élargie de soutien. Mais dans cette perte, il y avait aussi de la clarté et la liberté de reconstruire nos vies sans obligation toxique. Dans la voiture, j'ai serré Lily fort dans mes bras. C'était incroyablement courageux. Je suis si fier de toi. Elle m'a serré en retour. Papa disait toujours qu'il faut se battre pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. J'ai eu raison, maman? Oui, ma chérie, lui ai-je assuré, des larmes coulant sur mon visage. Tu as eu absolument raison. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents avait été tendu, Lily inhabituellement silencieuse à côté de moi, cette enveloppe en papier craft serrée dans ses petites mains. J'avais été tellement concentré à me préparer à la confrontation avec mes parents que je n'avais pas prêté assez attention à ce que ma fille préparait. Maintenant, en partant de la maison où j'avais grandi, je ressentais à la fois de la fierté pour son courage et de la tristesse qu'elle ait dû grandir si vite. Lily, comment as-tu eu cette idée de la facture, ai-je demandé en rentrant. Elle a regardé par la fenêtre un instant avant de répondre. Papa et moi regardions un film une fois où quelqu'un donnait une facture à une personne méchante. Papa a dit que parfois, les gens ont besoin de voir sur papier ce qu'ils valent vraiment. Sa voix s'est brisée légèrement. Je crois que grand-père et grand-mère avaient besoin de voir qu'ils n'ont pas beaucoup valu pour nous ces derniers temps.
La sagesse de ces mots, faisant écho aux valeurs de Kevin, m'a fait verser de nouvelles larmes. Ton papa serait si fier de toi aujourd'hui, lui ai-je dit, tendant la main pour lui serrer la sienne. Moi aussi. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des appels et des messages de ma famille, mais je les ai tous ignorés. Ce n'était pas une négociation. C'était une limite fermement établie. Quelles que soient les conséquences de cette confrontation, elle devrait attendre que Lily et moi ayons traité ce qui s'était passé. Quand nous sommes rentrés, Marcus nous attendait sur notre porche. Il était arrivé tôt du Japon, voulant nous surprendre, et Hélène lui avait donné la clé de rechange pour qu'il attende à l'intérieur. Le voir, si semblable à Kevin dans ses gestes et son sourire, était à la fois douloureux et réconfortant. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé, nous embrassant toutes les deux. « Tata Lily a été incroyable » a déclaré Lily avant que je ne puisse répondre. Elle a tenu tête à grand-père et lui a fait voir qu'il était méchant à propos de l'argent de papa. Marcus a levé un sourcil vers moi. « Tata Lily ?» J'ai souri malgré tout. Apparemment, j'ai été promu de maman à Tata Lily pour les points de courage. Pendant le dîner, nous avons raconté à Marcus tout ce qui s'était passé chez mes parents. Son expression s'est assombrie lorsque j'ai décrit le plan de distribution de mon père, mais il a souri fièrement lorsque Lily a expliqué son idée de facture. C'est du Kevin tout craché, a-t-il dit, ébouriffant les cheveux de Lily. Résolution créative de problèmes avec juste la bonne dose de culpabilité bien méritée. Ce soir-là, après que Lily soit allée se coucher, Marcus et moi nous sommes assis dans la cuisine, buvant du thé et parlant des prochaines étapes. Ils vont réessayer, m'a-t-il averti. Des gens comme tes parents n'abandonnent pas facilement quand il y a de l'argent en jeu. J'ai hoché la tête, pensant à l'obstination de mon père tout au long de mon enfance. Je sais. Mais je ne céderai pas. Pas seulement parce que c'est faux, mais parce que cela trahirait les souhaits explicites de Kevin. As-tu réfléchi à ce que cela signifie pour ta relation avec eux à l'avenir, a demandé Marcus doucement. C'était une question que j'avais évitée depuis la confrontation. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut les couper complètement. Ils ont montré leur vraie couleur si clairement. Mais une autre partie de moi se demande si c'est juste pour Lily. Ce sont ses seuls grands-parents de mon côté. De mauvais grands-parents valent-ils mieux que pas de grands-parents du tout? Marcus a rétorqué, les parents de Kevin adorent Lily, et ils sont vraiment là pour elle. La qualité plutôt que la quantité, n'est-ce pas? Il avait raison. Diana et Robert avaient appelé Lily tous les 2 jours depuis la mort de Kevin, envoyé des colis de soins, et prévoyaient une visite prolongée. Ils étaient aussi en deuil. Mais ils mettaient les besoins de leur petite fille en premier. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 8 appels manqués de ma mère, 3 de mon père, et 1 de Sophia. Il y avait aussi de nombreux messages textes allant d'accusations colériques à des excuses larmoyantes qui ressemblaient plus à de la manipulation qu'à un remords sincère. J'ai décidé de répondre à un seul message, de ma mère, nous devons parler de ce qui s'est passé. Ma réponse a été simple, il n'y a rien à dire tant que vous ne pourrez pas reconnaître le mal que vous avez causé et montrer un réel changement. Lily et moi avons besoin de temps et d'espace. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro, une mesure temporaire pour nous donner un peu de répit. J'ai également envoyé un courriel à Thomas pour l'informer de ce qui s'était passé et lui ai demandé d'être vigilant face à toute manœuvre légale que mes parents pourraient tenter, bien qu'il m'ait assuré qu'il n'avait aucun motif pour aucune réclamation. Au cours des jours suivants, mes parents ont essayé diverses approches pour rétablir le contact. Ils ont envoyé des fleurs avec des cartes d'excuses qui parlaient vaguement de malentendus familiaux. Ils ont tenté de me joindre par l'intermédiaire d'amis communs. Mon père s'est même présenté à mon lieu de travail, pour être refoulé par la sécurité lorsque j'ai refusé de le voir. Étonnamment, c'est ma tante Barbara, la femme d'oncle Terry, qui a fourni une source inattendue de soutien. Elle a appelé depuis son téléphone personnel, que je n'avais pas bloqué, demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Méfiante mais curieuse, j'ai accepté. Je veux que tu saches que tout le monde dans la famille ne soutient pas ce que Brad et Carol ont fait, m'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés, faisant référence à mes parents. Terry et moi étions horrifiés. Nous ne sommes allés à cette réunion que parce qu'il nous avait dit qu'il s'agissait de planifier une bourse commémorative au nom de Kevin. Son honnêteté était rafraîchissante, et cela a aidé de savoir que toute ma famille élargie n'était pas complice du stratagème de mes parents. Ils ont toujours favorisé Sophia, a poursuivi Barbara, confirmant ce que j'avais ressenti mais douté pendant des années. Nous l'avons tous vu, mais personne ne voulait s'immiscer. Peut-être aurions-nous dû. Une semaine après la confrontation,
une lettre officielle est arrivée de mon père, écrite sur son papier à en-tête professionnelle, comme pour donner du poids à ses mots. Elle stipulait qu'à moins que je ne sois disposé à parvenir à un arrangement financier raisonnable avec eux, ils seraient contraints de reconsidérer entièrement notre relation avec vous et Lily. C'était censé être menaçant, je suppose, cette idée qu'ils allaient nous couper les ponts. Au lieu de cela a semblé être une permission d'aller de l'avant sans le fardeau de relations toxiques. J'ai classé la lettre auprès de Thomas, au cas où elle serait un jour nécessaire comme preuve de leurs intentions. 2 semaines après notre confrontation, ma mère a tenté une nouvelle tactique, se présentant à l'école de Lily à l'heure de la sortie. Heureusement, j'avais déjà informé l'école de la situation, et ils m'ont appelé immédiatement. Quand je suis arrivé, la directrice avait poliment mais fermement demandé à ma mère de partir, lui rappelant que seules les personnes autorisées pouvaient interagir avec les élèves. Debout sur le parking de l'école, ma mère semblait plus petite, moins imposante qu'elle ne l'avait été tout au long de mon enfance. « Tu mets tout le monde contre nous », a-t-elle accusé en me voyant. « Non, maman. Tes propres actions font cela », ai-je répondu calmement. « S'il te plaît, ne reviens plus à l'école de Lily. Si tu veux reconstruire une relation avec nous, cela doit commencer par le respect de nos limites. Nous sommes tes parents, a-t-elle protesté, les larmes montant aux yeux. Tu ne peux pas simplement nous couper de ta vie. Je ne vous coupe pas, ai-je précisé. Je vous demande de prendre du recul et de reconsidérer la manière dont vous voulez faire partie de nos vies. Voulez-vous être les grands-parents qui soutiennent et aiment Lily inconditionnellement, ou ceux qui ont vu la mort de son père comme une opportunité financière? Le choix vous appartient, mais il y a des conséquences dans les 2 cas. Elle n'a pas eu de réponse à cela, et nous nous sommes séparés sans résolution. Ce fut le dernier contact direct que j'ai eu avec mes parents pendant près de 2 mois. Pendant cette période difficile, je me suis concentré sur Lily, sur la mise en place de notre nouvelle normalité sans Kevin, mais avec le soutien de ceux qui se souciaient réellement de nous. Marcus est resté avec nous pendant 3 mois, sa présence étant un rappel quotidien de Kevin de la meilleure façon possible. Il a appris à Lily à jouer aux échecs, quelque chose que Kevin avait prévu de faire. Il m'a aidé à trier les affaires de Kevin lorsque j'étais enfin prête, partageant des histoires et des souvenirs qui rendaient la tâche douloureuse supportable. Les parents de Kevin sont venus pour des périodes prolongées, remplissant notre maison de chaleur et d'amour sincère. Diana a appris à Lily à faire les biscuits préférés de Kevin, maintenant une connexion à son père par des activités partagées. Robert l'a emmené pêcher, lui montrant patiemment comment faire les nœuds que Kevin avait appris de lui des décennies plus tôt. Pendant ce temps, la nouvelle du comportement de mes parents s'est répandue par la vigne familiale. Tante Rita a appelé pour s'excuser de sa présence à une embuscade familiale, expliquant qu'on lui avait dit qu'il s'agissait d'une réunion pour discuter de la façon de nous soutenir. Oncle James, qui avait initialement semblé aligné sur mon père, a envoyé une carte exprimant ses regrets de ne pas avoir pris la parole pendant la confrontation. Même Sophia a finalement envoyé un courriel qui, bien que s'arrêtant avant une pleine excuse, reconnaissait que le timing de leur demande financière avait été insensible. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois de notre vie d'adulte qu'elle reconnaissait un tort. 3 mois après la mort de Kevin, le jour qui aurait été notre 13e anniversaire de mariage, j'ai reçu une autre lettre de mes parents. Celle-ci est arrivée dans une enveloppe simple, manuscrite plutôt que dactylographiée sur papier à en-tête professionnel. C'était la première communication de leur part qui semblait potentiellement sincère. Chère Rachel et Lily, commençait-elle. Nous avons passé ces dernières semaines à réfléchir à notre comportement et à la douleur que nous vous avons causée pendant une période de perte déjà insupportable. Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Nous avons laissé la cupidité et l'égoïsme prendre le pas sur notre amour et notre responsabilité en tant que parents et grands-parents. Nous vous avons toutes les 2 fait défaut et nous avons fait défaut à la mémoire de Kevin. La lettre continuait avec des reconnaissances spécifiques de leurs actions, depuis l'absence aux funérailles jusqu'à la tentative de prise financière, sans le langage vague de leurs excuses précédentes. Ils ne demandaient pas pardon ni la reprise du contact, exprimaient seulement l'espoir qu'un jour nous puissions avoir l'opportunité de démontrer, par des actions et non des mots, que nous pouvons changer. J'ai lu la lettre plusieurs fois, essayant de mesurer sa sincérité. Puis je l'ai montrée à Marcus avant de décider si je devais la partager avec Lily. Cela semble différent de leurs autres tentatives, a-t-il observé prudemment. Moins manipulateur, plus responsable. Mais en fin de compte, c'est à toi de décider si tu y crois. J'ai rangé la lettre, pas encore prête à prendre une décision sur la manière de réagir ou non. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop profonde.
Le temps dirait si leur remords était sincère ou juste une autre stratégie. Pour l'instant, Lily et moi nous concentrions sur la guérison, sur la construction de notre vie sans Kevin, mais avec ses valeurs et son amour comme fondation. Quoi qu'il arrive avec mes parents serait déterminé par leurs actions futures, pas par des promesses ou des excuses, aussi bien formulées soient-elles. Alors que Marcus se préparait à retourner au Japon, avec l'intention de revenir bientôt, il m'a aidé à organiser un rassemblement commémoratif le jour de l'anniversaire de Kevin. Contrairement aux funérailles, qui avaient été sombres et formelles, ce fut une célébration de la vie de Kevin, organisée dans notre jardin avec ses plats de barbecue préférés et de la musique. Des amis et collègues ont partagé des histoires amusantes sur Kevin. Ses parents ont apporté des albums photos de son enfance. Lily a présenté un livre de souvenirs qu'elle avait créé, rempli de talons de billets, de notes et de souvenirs d'activités avec son père. Mes parents et Sophia, qui n'avaient pas été invités, étaient remarquablement absents. C'était une limite que je devais maintenir pour l'instant, créant un espace sûr pour le deuil et le souvenir sans la tension que leur présence apporterait. Alors que le rassemblement se terminait et que les invités commençaient à partir, Lily m'a tiré par la manche. « Maman, on peut inviter grand-mère et grand-père la prochaine fois ?» a-t-elle demandé doucement. « Quels grands-parents, ma chérie ?» ai-je demandé, bien que je savais de qui elle parlait. « Les parents de maman » a-t-elle précisé. « Ceux qui ont demandé de l'argent. Je pense que papa voudrait qu'on leur donne une autre chance s'ils sont vraiment désolés. » Sa compassion, si semblable à celle de Kevin, m'a fait monter les larmes aux yeux. « Nous verrons, lui ai-je promis. S'ils nous montrent qu'ils ont vraiment changé, peut-être la prochaine fois. » Ce n'était pas exactement le pardon. Pas encore. Mais c'était une ouverture, une possibilité que l'avenir puisse inclure une forme de réconciliation. Pour l'instant, c'était suffisant. La confrontation de l'enveloppe a marqué un tournant dans nos vies. Dans l'immédiat, la division dans ma famille élargie était nette et douloureuse. Certains proches se sont fermement rangés du côté de mes parents, me considérant comme la fille ingrate qui refusait d'aider la famille. D'autres ont reconnu la nature inappropriée des demandes de mes parents et ont offert un soutien discret. Ma tante Barbara est devenue une alliée inattendue, appelant régulièrement pour prendre des nouvelles de Lily et de moi et transmettant occasionnellement des nouvelles de la famille sans pression ni jugement. Oncle Terry, bien que moins démonstratif, a montré son soutien en envoyant à Lily des livres et des kits scientifiques, se souvenant de ses intérêts d'une manière que mes parents avaient rarement fait. La réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Jennifer, la fille de Sophia, qui avait une vingtaine d'années. Elle m'a contacté par courriel environ un mois après la confrontation. « J'ai toujours vu à quel point grand-mère et grand-père te traitaient différemment par rapport à maman » a-t-elle écrit. Ce qu'ils ont fait après la mort de Kevin est inexcusable. Et je veux que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort de tenir bon. Son message a eu plus d'impact qu'elle ne pouvait l'imaginer. Une validation inattendue que je n'étais pas folle ou égoïste de protéger l'avenir de Lily. La réaction initiale de mes parents à notre prise de distance a été une campagne de manipulation. Ils ont enrôlé des membres de la famille pour plaider leur cause, ont envoyé des courriels qui me faisaient sentir coupable, et ont même tenté d'utiliser l'école de Lily comme point de contact. Lorsque ces efforts ont échoué, ils ont changé de tactique pour des menaces plus directes, suggérant qu'ils pourraient contester le testament malgré l'absence de motifs légaux pour le faire. Thomas, l'ami avocat de Kevin, a répondu à ces menaces par une lettre juridique fermement rédigée exposant l'absence de fondement de toute réclamation potentielle et les conséquences possibles du harcèlement. Après cela, la pression directe s'est atténuée, bien que les répercussions émotionnelles aient continué. Tout au long de cette période difficile, j'ai été surprise par le nombre de personnes qui se sont manifestées pour nous soutenir. Les collègues de Kevin ont créé un fonds d'études pour Lily, distinct de ce que Kevin avait déjà arrangé. Ma voisine, Hélène, une enseignante à la retraite, a aidé Lily avec ses devoirs lorsque le chagrin rendait la concentration difficile. Même mon patron au cabinet d'architecte où je travaillais comme directrice de bureau a montré une compassion inattendue, me permettant des horaires flexibles pour assister à des séances de conseil en deuil avec Lily. 6 mois après la mort de Kevin, Marcus est revenu pour un autre séjour prolongé. Cette fois, avec des nouvelles. « Je vais être muté à l'université ici », a-t-il annoncé un soir pendant le dîner. « On m'a offert un poste dans le département de linguistique à partir du semestre prochain. »« Tu retournes aux États-Unis ?» ai-je demandé, surprise. Marcus vivait au Japon depuis près d'une décennie. Il a hoché la tête, jetant un coup d'œil à Lily, qui était pratiquement en train de sautiller d'excitation. « Kevin m'a fait promettre d'être là pour vous deux.
C'est plus facile de tenir cette promesse si je suis dans le même pays, idéalement la même ville. La décision de reconfigurer nos vies sans Kevin n'a pas été simple, mais avoir Marcus près de nous a rendu les choses plus faciles. Il n'a pas essayé de remplacer son frère, mais sa présence a gardé le souvenir de Kevin vivant pour Lily de mille petites manières, de son sens de l'humour décalé aux manières partagées qui me prenaient parfois au dépourvu. Pour le 9e anniversaire de Lily, 4 mois après la confrontation avec mes parents, j'ai reçu une autre lettre de leur part. Celle-ci est arrivée dans une enveloppe simple, manuscrite plutôt que dactylographiée sur papier à en-tête professionnel. C'était la première communication de leur part qui semblait potentiellement sincère. Chère Rachel et Lily, commençait-elle. Nous avons passé ces dernières semaines à réfléchir à notre comportement et à la douleur que nous vous avons causée pendant une période de perte déjà insupportable. Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Nous avons laissé la cupidité et l'égoïsme prendre le pas sur notre amour et notre responsabilité en tant que parents et grands-parents. Nous vous avons toutes les deux fait défaut et nous avons fait défaut à la mémoire de Kevin. La lettre continuait avec des reconnaissances spécifiques de leurs actions, depuis l'absence aux funérailles jusqu'à la tentative de prise financière, sans le langage vague de leurs excuses précédentes. Ils ne demandaient pas pardon ni la reprise du contact, exprimaient seulement l'espoir qu'un jour nous puissions avoir l'opportunité de démontrer, par des actions et non des mots, que nous pouvons changer. J'ai lu la lettre plusieurs fois, essayant de mesurer sa sincérité. Puis je l'ai montrée à Marcus avant de décider si je devais la partager avec Lily. Cela semble différent de leurs autres tentatives, a-t-il observé prudemment. Moins manipulateur, plus responsable. Mais en fin de compte, c'est à toi de décider si tu y crois. J'ai rangé la lettre, pas encore prête à prendre une décision sur la manière de réagir ou non. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop profonde. Le temps dirait si leur remords était sincère ou juste une autre stratégie. Pour l'instant, Lily et moi nous concentrions sur la guérison, sur la construction de notre vie sans Kevin, mais avec ses valeurs et son amour comme fondation. Quoi qu'il arrive avec mes parents serait déterminé par leurs actions futures, pas par des promesses ou des excuses, aussi bien formulées soient-elles. Alors que Marcus se préparait à retourner au Japon, avec l'intention de revenir bientôt, il m'a aidé à organiser un rassemblement commémoratif le jour de l'anniversaire de Kevin. Contrairement aux funérailles, qui avaient été sombres et formelles, ce fut une célébration de la vie de Kevin, organisée dans notre jardin avec ses plats de barbecue préférés et de la musique. Des amis et collègues ont partagé des histoires amusantes sur Kevin. Ses parents ont apporté des albums photos de son enfance. Lily a présenté un livre de souvenirs qu'elle avait créé, rempli de talons de billets, de notes et de souvenirs d'activités avec son père. Mes parents et Sophia, qui n'avaient pas été invités, étaient remarquablement absents. C'était une limite que je devais maintenir pour l'instant, créant un espace sûr pour le deuil et le souvenir sans la tension que leur présence apporterait. Alors que le rassemblement se terminait et que les invités commençaient à partir, Lily m'a tiré par la manche. « Maman, on peut inviter grand-mère et grand-père la prochaine fois ?» a-t-elle demandé doucement. « Quels grands-parents, ma chérie ?» ai-je demandé, bien que je savais de qui elle parlait. « Les parents de maman » a-t-elle précisé. « Ceux qui ont demandé de l'argent. Je pense que papa voudrait qu'on leur donne une autre chance s'ils sont vraiment désolés. » Sa compassion, si semblable à celle de Kevin, m'a fait monter les larmes aux yeux. « Nous verrons, lui ai-je promis. S'ils nous montrent qu'ils ont vraiment changé, peut-être la prochaine fois. » Ce n'était pas exactement le pardon. Pas encore. Mais c'était une ouverture, une possibilité que l'avenir puisse inclure une forme de réconciliation. Pour l'instant, c'était suffisant. La confrontation de l'enveloppe a marqué un tournant dans nos vies. Dans l'immédiat, la division dans ma famille élargie était nette et douloureuse. Certains proches se sont fermement rangés du côté de mes parents, me considérant comme la fille ingrate qui refusait d'aider la famille. D'autres ont reconnu la nature inappropriée des demandes de mes parents et ont offert un soutien discret. Ma tante Barbara est devenue une alliée inattendue, appelant régulièrement pour prendre des nouvelles de Lily et de moi et transmettant occasionnellement des nouvelles de la famille sans pression ni jugement. Oncle Terry, bien que moins démonstratif, a montré son soutien en envoyant à Lily des livres et des kits scientifiques, se souvenant de ses intérêts d'une manière que mes parents avaient rarement fait. La réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Jennifer, la fille de Sophia, qui avait une vingtaine d'années. Elle m'a contacté par courriel environ un mois après la confrontation. « J'ai toujours vu à quel point grand-mère et grand-père te traitaient différemment par rapport à maman » a-t-elle écrit. Ce qu'ils ont fait après la mort de Kevin est inexcusable. Et je veux que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort de tenir bon.
Son message a eu plus d'impact qu'elle ne pouvait l'imaginer. Une validation inattendue que je n'étais pas folle ou égoïste de protéger l'avenir de Lily. La réaction initiale de mes parents à notre prise de distance a été une campagne de manipulation. Ils ont enrôlé des membres de la famille pour plaider leur cause, ont envoyé des courriels qui me faisaient sentir coupable, et ont même tenté d'utiliser l'école de Lily comme point de contact. Lorsque ces efforts ont échoué, ils ont changé de tactique pour des menaces plus directes, suggérant qu'ils pourraient contester le testament malgré l'absence de motifs légaux pour le faire. Thomas, l'ami avocat de Kevin, a répondu à ces menaces par une lettre juridique fermement rédigée exposant l'absence de fondement de toute réclamation potentielle et les conséquences possibles du harcèlement. Après cela, la pression directe s'est atténuée, bien que les répercussions émotionnelles aient continué. Tout au long de cette période difficile, j'ai été surprise par le nombre de personnes qui se sont manifestées pour nous soutenir. Les collègues de Kevin ont créé un fonds d'études pour Lily, distinct de ce que Kevin avait déjà arrangé. Ma voisine, Hélène, une enseignante à la retraite, a aidé Lily avec ses devoirs lorsque le chagrin rendait la concentration difficile. Même mon patron au cabinet d'architecte où je travaillais comme directrice de bureau a montré une compassion inattendue, me permettant des horaires flexibles pour assister à des séances de conseil en deuil avec Lily. 6 mois après la mort de Kevin, Marcus est revenu pour un autre séjour prolongé. Cette fois, avec des nouvelles. Je vais être muté à l'université ici, a-t-il annoncé un soir pendant le dîner. On m'a offert un poste dans le département de linguistique à partir du semestre prochain. Tu retournes aux États-Unis, ai-je demandé, surprise. Marcus vivait au Japon depuis près d'une décennie. Il a hoché la tête, jetant un coup d'œil à Lily, qui était pratiquement en train de sautiller d'excitation. Kevin m'a fait promettre d'être là pour vous deux. C'est plus facile de tenir cette promesse si je suis dans le même pays, idéalement la même ville. La décision de reconfigurer nos vies sans Kevin n'a pas été simple, mais avoir Marcus près de nous a rendu les choses plus faciles. Il n'a pas essayé de remplacer son frère, mais sa présence a gardé le souvenir de Kevin vivant pour Lily de 1000 petites manières, de son sens de l'humour décalé aux manières partagées qui me prenaient parfois au dépourvu. Pour le 9e anniversaire de Lily, 4 mois après la confrontation avec mes parents, j'ai reçu une autre lettre de leur part. Celle-ci est arrivée dans une enveloppe simple, manuscrite plutôt que dactylographiée sur papier à en-tête professionnel. C'était la première communication de leur part qui semblait potentiellement sincère. Chère Rachel et Lily, commençait-elle. Nous avons passé ces dernières semaines à réfléchir à notre comportement et à la douleur que nous vous avons causée pendant une période de perte déjà insupportable. Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Nous avons laissé la cupidité et l'égoïsme prendre le pas sur notre amour et notre responsabilité en tant que parents et grands-parents. Nous vous avons toutes les deux fait défaut et nous avons fait défaut à la mémoire de Kevin. La lettre continuait avec des reconnaissances spécifiques de leurs actions, depuis l'absence aux funérailles jusqu'à la tentative de prise financière, sans le langage vague de leurs excuses précédentes. Ils ne demandaient pas pardon ni la reprise du contact, exprimaient seulement l'espoir qu'un jour nous puissions avoir l'opportunité de démontrer, par des actions et non des mots, que nous pouvons changer. J'ai lu la lettre plusieurs fois, essayant de mesurer sa sincérité. Puis je l'ai montrée à Marcus avant de décider si je devais la partager avec Lily. Cela semble différent de leurs autres tentatives, a-t-il observé prudemment. Moins manipulateur, plus responsable. Mais en fin de compte, c'est à toi de décider si tu y crois. J'ai rangé la lettre, pas encore prête à prendre une décision sur la manière de réagir ou non. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop profonde. Le temps dirait si leur remords était sincère ou juste une autre stratégie. Pour l'instant, Lily et moi nous concentrions sur la guérison, sur la construction de notre vie sans Kevin, mais avec ses valeurs et son amour comme fondation. Quoi qu'il arrive avec mes parents serait déterminé par leurs actions futures, pas par des promesses ou des excuses, aussi bien formulées soient-elles. Alors que Marcus se préparait à retourner au Japon, avec l'intention de revenir bientôt, il m'a aidé à organiser un rassemblement commémoratif le jour de l'anniversaire de Kevin. Contrairement aux funérailles, qui avaient été sombres et formelles, ce fut une célébration de la vie de Kevin, organisée dans notre jardin avec ses plats de barbecue préférés et de la musique. Des amis et collègues ont partagé des histoires amusantes sur Kevin. Ses parents ont apporté des albums photos de son enfance. Lily a présenté un livre de souvenirs qu'elle avait créé, rempli de talons de billets, de notes et de souvenirs d'activités avec son père. Mes parents et Sophia, qui n'avaient pas été invités, étaient remarquablement absents. C'était une limite que je devais maintenir pour l'instant, créant un espace sûr pour le deuil et le souvenir sans la tension que leur présence apporterait.
Alors que le rassemblement se terminait et que les invités commençaient à partir, Lily m'a tiré par la manche. « Maman, on peut inviter grand-mère et grand-père la prochaine fois ?» a-t-elle demandé doucement. « Quels grands-parents, ma chérie ?» ai-je demandé, bien que je savais de qui elle parlait. « Les parents de maman » a-t-elle précisé. « Ceux qui ont demandé de l'argent. Je pense que papa voudrait qu'on leur donne une autre chance s'ils sont vraiment désolés. » Sa compassion, si semblable à celle de Kevin, m'a fait monter les larmes aux yeux. « Nous verrons, lui ai-je promis. S'ils nous montrent qu'ils ont vraiment changé, peut-être la prochaine fois. » Ce n'était pas exactement le pardon. Pas encore. Mais c'était une ouverture, une possibilité que l'avenir puisse inclure une forme de réconciliation. Pour l'instant, c'était suffisant. La confrontation de l'enveloppe a marqué un tournant dans nos vies. Dans l'immédiat, la division dans ma famille élargie était nette et douloureuse. Certains proches se sont fermement rangés du côté de mes parents, me considérant comme la fille ingrate qui refusait d'aider la famille. D'autres ont reconnu la nature inappropriée des demandes de mes parents et ont offert un soutien discret. Ma tante Barbara est devenue une alliée inattendue, appelant régulièrement pour prendre des nouvelles de Lily et de moi et transmettant occasionnellement des nouvelles de la famille sans pression ni jugement. Oncle Terry, bien que moins démonstratif, a montré son soutien en envoyant à Lily des livres et des kits scientifiques, se souvenant de ses intérêts d'une manière que mes parents avaient rarement fait. La réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Jennifer, la fille de Sophia, qui avait une vingtaine d'années. Elle m'a contacté par courriel environ un mois après la confrontation. « J'ai toujours vu à quel point grand-mère et grand-père te traitaient différemment par rapport à maman » a-t-elle écrit. Ce qu'ils ont fait après la mort de Kevin est inexcusable. Et je veux que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort de tenir bon. Son message a eu plus d'impact qu'elle ne pouvait l'imaginer. Une validation inattendue que je n'étais pas folle ou égoïste de protéger l'avenir de Lily. La réaction initiale de mes parents à notre prise de distance a été une campagne de manipulation. Ils ont enrôlé des membres de la famille pour plaider leur cause, ont envoyé des courriels qui me faisaient sentir coupable, et ont même tenté d'utiliser l'école de Lily comme point de contact. Lorsque ces efforts ont échoué, ils ont changé de tactique pour des menaces plus directes, suggérant qu'ils pourraient contester le testament malgré l'absence de motifs légaux pour le faire. Thomas, l'ami avocat de Kevin, a répondu à ces menaces par une lettre juridique fermement rédigée exposant l'absence de fondement de toute réclamation potentielle et les conséquences possibles du harcèlement. Après cela, la pression directe s'est atténuée, bien que les répercussions émotionnelles aient continué. Tout au long de cette période difficile, j'ai été surprise par le nombre de personnes qui se sont manifestées pour nous soutenir. Les collègues de Kevin ont créé un fonds d'études pour Lily, distinct de ce que Kevin avait déjà arrangé. Ma voisine, Hélène, une enseignante à la retraite, a aidé Lily avec ses devoirs lorsque le chagrin rendait la concentration difficile. Même mon patron au cabinet d'architecte où je travaillais comme directrice de bureau a montré une compassion inattendue, me permettant des horaires flexibles pour assister à des séances de conseil en deuil avec Lily. 6 mois après la mort de Kevin, Marcus est revenu pour un autre séjour prolongé. Cette fois, avec des nouvelles. « Je vais être muté à l'université ici », a-t-il annoncé un soir pendant le dîner. « On m'a offert un poste dans le département de linguistique à partir du semestre prochain. »« Tu retournes aux États-Unis ?» ai-je demandé, surprise. Marcus vivait au Japon depuis près d'une décennie. Il a hoché la tête, jetant un coup d'œil à Lily, qui était pratiquement en train de sautiller d'excitation. « Kevin m'a fait promettre d'être là pour vous deux. C'est plus facile de tenir cette promesse si je suis dans le même pays, idéalement la même ville. » La décision de reconfigurer nos vies sans Kevin n'a pas été simple, mais avoir Marcus près de nous a rendu les choses plus faciles. Il n'a pas essayé de remplacer son frère, mais sa présence a gardé le souvenir de Kevin vivant pour Lily de 1000 petites manières, de son sens de l'humour décalé aux manières partagées qui me prenaient parfois au dépourvu. Pour le 9e anniversaire de Lily, 4 mois après la confrontation avec mes parents, j'ai reçu une autre lettre de leur part. Celle-ci est arrivée dans une enveloppe simple, manuscrite plutôt que dactylographiée sur papier à en-tête professionnel. C'était la première communication de leur part qui semblait potentiellement sincère. « Chère Rachel et Lily », commençait-elle. Nous avons passé ces dernières semaines à réfléchir à notre comportement et à la douleur que nous vous avons causée pendant une période de perte déjà insupportable. Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Nous avons laissé la cupidité et l'égoïsme prendre le pas sur notre amour et notre responsabilité en tant que parents et grands-parents. Nous vous avons toutes les deux fait défaut et nous avons fait défaut à la mémoire de Kevin.
La lettre continuait avec des reconnaissances spécifiques de leurs actions, depuis l'absence aux funérailles jusqu'à la tentative de prise financière, sans le langage vague de leurs excuses précédentes. Ils ne demandaient pas pardon ni la reprise du contact, exprimaient seulement l'espoir qu'un jour nous puissions avoir l'opportunité de démontrer, par des actions et non des mots, que nous pouvons changer. J'ai lu la lettre plusieurs fois, essayant de mesurer sa sincérité. Puis je l'ai montrée à Marcus avant de décider si je devais la partager avec Lily. Cela semble différent de leurs autres tentatives, a-t-il observé prudemment. Moins manipulateur, plus responsable. Mais en fin de compte, c'est à toi de décider si tu y crois. J'ai rangé la lettre, pas encore prête à prendre une décision sur la manière de réagir ou non. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop profonde. Le temps dirait si leur remords était sincère ou juste une autre stratégie. Pour l'instant, Lily et moi nous concentrions sur la guérison, sur la construction de notre vie sans Kevin, mais avec ses valeurs et son amour comme fondation. Quoi qu'il arrive avec mes parents serait déterminé par leurs actions futures, pas par des promesses ou des excuses, aussi bien formulées soient-elles. Alors que Marcus se préparait à retourner au Japon, avec l'intention de revenir bientôt, il m'a aidé à organiser un rassemblement commémoratif le jour de l'anniversaire de Kevin. Contrairement aux funérailles, qui avaient été sombres et formelles, ce fut une célébration de la vie de Kevin, organisée dans notre jardin avec ses plats de barbecue préférés et de la musique. Des amis et collègues ont partagé des histoires amusantes sur Kevin. Ses parents ont apporté des albums photos de son enfance. Lily a présenté un livre de souvenirs qu'elle avait créé, rempli de talons de billets, de notes et de souvenirs d'activités avec son père. Mes parents et Sophia, qui n'avaient pas été invités, étaient remarquablement absents. C'était une limite que je devais maintenir pour l'instant, créant un espace sûr pour le deuil et le souvenir sans la tension que leur présence apporterait. Alors que le rassemblement se terminait et que les invités commençaient à partir, Lily m'a tiré par la manche. « Maman, on peut inviter grand-mère et grand-père la prochaine fois ?» a-t-elle demandé doucement. « Quels grands-parents, ma chérie ?» ai-je demandé, bien que je savais de qui elle parlait. « Les parents de maman » a-t-elle précisé. « Ceux qui ont demandé de l'argent. Je pense que papa voudrait qu'on leur donne une autre chance s'ils sont vraiment désolés. » Sa compassion, si semblable à celle de Kevin, m'a fait monter les larmes aux yeux. « Nous verrons, lui ai-je promis. S'ils nous montrent qu'ils ont vraiment changé, peut-être la prochaine fois. » Ce n'était pas exactement le pardon. Pas encore. Mais c'était une ouverture, une possibilité que l'avenir puisse inclure une forme de réconciliation. Pour l'instant, c'était suffisant. Le voyage du deuil n'est pas linéaire, et guérir ne signifie pas oublier. Il y a encore des jours où l'absence de Kevin ressemble à une blessure physique, où je le cherche dans mon sommeil ou commence à lui dire quelque chose avant de me souvenir qu'il n'est pas là. Mais ces moments ne définissent plus nos vies. Au lieu de cela, nous avons appris à le porter avec nous, dans les choix que nous faisons, les limites que nous maintenons, et l'amour que nous continuons à partager. La famille qui a émergé de notre perte n'est pas celle que je m'attendais à avoir, mais elle est construite sur une base de soins et de respect sincère, plus solide pour avoir été testée. Si vous avez déjà vécu une trahison familiale pendant le deuil ou avez dû vous défendre contre ceux qui auraient dû vous soutenir, j'espère que notre histoire vous rappellera que vous n'êtes pas seul. Parfois, les limites les plus difficiles à établir sont avec les personnes que nous avons été habitués toute notre vie à accommoder. Mais vous protéger et protéger ceux qui dépendent de vous n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Veuillez partager vos expériences dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise. Aimez et abonnez-vous si cette histoire a résonné en vous, et rappelez-vous que la famille est définie par l'amour et le respect, pas seulement par le sang. Merci d'avoir écouté notre parcours, et je vous souhaite la force d'honorer votre propre valeur dans toutes vos relations.